Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, des hommes des médias, des analystes. Avec eux, donc, nous revenons pour faire les analyses concernant ces sujets-là que vous avez pu bien également commenter à votre niveau. Aujourd'hui, nous parlerons de 3 sujets au plan national. Premier sujet, il s'agira du discours du président du Faso, discours pour le 11 décembre, discours qui a été prononcé. Nous revenons sur certains aspects de ce discours et l'analyser avec nos invités sur ce plateau. Et puis nous parlerons également de l'affaire Norbert Zongo. Nous commémorons donc le 22e anniversaire donc, de cet assassinat. Le dossier continue donc de garder ses secrets. On va donc en parler avec les différents invités qui sont sur ce plateau. Et puis, dernier sujet, il s'agit des décorations du 11 décembre, décorations bien sûr, disons, des fins d'année, décorations qui ont soulevé beaucoup de débats, de commentaires. Cela a été fait depuis toujours. Mais cette fois-ci, il y a eu beaucoup de débats. On va donc parler de ces décorations dites souvent Kura ou fantaisistes. On va donc échanger avec mes invités. Et puis, dernier sujet, c'est le Ghana, élection présidentielle contestée par, en tout cas, l'opposant Mamadou Dramani, donc, qui conteste cette élection avec, face au président actuel Ado. On va donc parler de ces sujets-là avec mes invités qui sont à ma droite. Lengani Isaka est journaliste et directeur de publication de l'Opinion, qui est un journal qui paraît désormais en ligne. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, Issoufou Ouedraogo, qui est nouvellement invité sur notre plateau. Il est donc journaliste à lefaso.net, qui est un journal en ligne. Merci Issoufou d'être sur ce plateau. Et puis juste à la droite de Issoufou, Maître Kielev Apollinaire de Tambela, il est donc avocat inscrit au barreau. Il est président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale de stratégie. Merci Maître d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, Atiana Serge Oulon. Il est donc journaliste. Il est le directeur de publication de l'événement. Merci à vous tous d'être sur ce plateau. Donc on commence ce débat avec le discours du président du Faso, discours que vous avez certainement suivi. Il y a des aspects. Par exemple, on voit un peu de dureté dans le ton. Le président qui dit que je réaffirme avec force qu'aucune nation ne peut prospérer dans le désordre, l'incivisme, la corruption, le reniement de la patrie, autant des fléaux qui fragilisent la cohésion sociale et les efforts pour un mieux-être collectif. Pour ce faire, je dois rappeler qu'autant chaque Burkinabé a des droits, autant il a des devoirs qu'il doit assumer dans l'intérêt de tous. Nous ferons en sorte qu'il en soit ainsi. Est-ce que c'est un discours un peu musclé, Atiana, au sortir d'une élection où on parle beaucoup plus de cohésion sociale, on parle beaucoup plus de réconciliation, le président a fait la promesse, on parle beaucoup de compromis politiques, de consensus politique, et ce discours, est-ce que ça ne tranche pas avec le climat? Non, moi je ne fais pas ce raisonnement-là, je mets le discours dans le contexte. Et le contexte, c'est le 11 décembre, c'est en rapport avec la commémoration de l'indépendance, ça fait 60 ans. Il est temps de s'interroger sur un certain nombre de parcours sur ce temps-là. Moi, je ne fais pas de lien avec le contexte électoral parce que le discours sur le cinquantenaire ou la proclamation de l'indépendance va bien au-delà. C'est l'ensemble, c'est tout le chemin parcouru jusqu'à ce 11 décembre 2020, ça fait 60 ans. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait un certain nombre d'interrogations sur ce que nous mettons dans l'indépendance, sur le chemin parcouru, sur la projection que nous avons pour les années à venir. Et moi, justement, par rapport à ce discours, je pense qu'il y a eu des aspects, justement, que j'estime, que je trouve inappropriés ou inopportuns, justement, par rapport à cette référence sur les élections du 22. On va en arriver. Voilà, du 22 novembre. Mais globalement, je dis c'est un discours sur l'indépendance. Et je pense que c'est de bon aloi de pouvoir faire le point sur le chemin parcouru et puis s'interroger sur un certain nombre de défis et aussi sur ce que nous mettons dans l'indépendance et aussi le type de citoyen en fait aussi que nous avons durant ce temps parcouru. Donc moi je pense que c'est tout à fait normal qu'il y a ces interrogations-là. Maintenant, après, chacun peut apprécier. Mais personnellement, moi, je considère vraiment comme le résumé du parcours du Burkina de 1900. Et à partir de cette proclamation, le 5 août 60, jusqu'à ce que nous avons en décembre 2020. Mais quand donc, on regarde, oui, d'accord, mais on se pose la question. Le président qui dit que chaque Burkinabé a des droits, ce qui est vrai, autant il a des devoirs qu'il doit assumer. On a l'impression que c'est une sentence. Est-ce que le président il parle au Burkinabé? Est-ce qu'il y a peut-être une rupture dans la façon de faire que le président veut s'imposer lui-même?
Bon, moi je pense que comment je vais dire ça, ce discours n'est pas nouveau pour moi parce qu'en 2015, c'est à peu près le même discours qu'on a eu à son investiture. Donc je dis tout simplement, c'est peut-être le reproche qu'on peut faire. Il n'y a pas de fixation sur ce que les Burkinabés d'aujourd'hui sont en fait. On devrait pouvoir, à mon avis, pour ceux qui ont écrit le discours, bien celui qui l'a inspiré, qu'on puisse faire le point de ce que c'est que le Burkinabé ou de qui est le Burkinabé à partir de ce chemin parcouru-là et quel est le type de Burkinabé que nous voulons pour les années à venir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous mettons dans l'indépendance? Qu'est-ce que nous faisons pour véritablement assumer cette indépendance et essayer de faire cette projection-là? Et moi, je crois que c'est pour cela qu'il fallait aller au-delà de cette compétition électorale du 22 novembre 2020 et peut-être faire la sommation même de tous les scrutins électoraux que nous avons eus. Quel type de dirigeants nous avons eu? Quelles étaient les qualités qui ont prévalu à leur gestion du pays? Et je pense que c'est cela aussi, ce discours-là a tout son sens. Maintenant, comme vous avez dit qu'on allait revenir, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des aspects sur lesquels je pense... On a également un aspect du discours sur l'après, l'appréciation du président par rapport à ce consensus. Alors, Issoufou, quand on regarde, quand on lit ce que le président dit là, on a l'impression que pour le président, il y a de l'incivisme. Voilà, les Burkinabés sont inciviques, ne connaissent pas les droits, il faut leur rappeler. Et il insiste, il a insisté dans le discours que dans l'intérêt de tous, nous ferons en sorte qu'il en soit ainsi. C'est une précision qui rappelle un peu de la fermeté. Est-ce que ça voudrait dire que le président est en train de nous dire que voilà, pour ce nouveau mandat de 5 ans, il sera très ferme et qu'on ne s'amusera pas avec les inciviques? Bon, avant de revenir sur votre question, il faut reconnaître que la plupart des pays africains, comme le Burkina, ont célébré le 60e anniversaire de l'indépendance. Mais qui parle d'indépendance doit parler d'institutions fortes, des valeurs ancrées dans la réalité et dans notre vie socio-culturelle. Or, dans la plupart de nos pays, cette réalité est loin d'être vraie. Maintenant, pour revenir à votre question, j'ai pris mon courage à deux mains pour écouter vraiment ce discours. C'est un discours quand même très beau dans la forme, bien avancé, bien rythmé, mais qui me pose un problème dans le fond. D'accord. Parce que c'est un discours qui est rempli de déclarations apophantiques qui me laisse un peu perplexe, un peu sceptique dans la manière de conduite des affaires de Burkina. Quand un président dit que je réaffirme avec force qu'aucune nation ne peut prospérer dans le désordre, dans l'incivisme, dans la corruption et le reniement de sa patrie. Or, en réalité, ce qui se passe sur le terrain est différent. Donc, je trouve qu'il y a un décalage, un déphasage de ce qui est dit dans le discours et ce qui est pratiqué sur le terrain. Donc, ça fait que... Est-ce que c'est un tel discours, ce n'est pas aussi un nouvel engagement par rapport à son nouveau nouvel mandat? engagement. Il vient d'être élu, il doit faire face et il a tiré leçon de je ce qui pense existe, que la corruption, 60 ans après, on doit quitter l'étape de la théorie pour aller plus sur la pratique. Parce que 60 ans, ce n'est pas 6 jours quand même. Si à 60 ans, on doit revenir sur des termes théoriques, or dans la réalité, on a toujours des problèmes. Rappelez-vous de ce, comment on appelle, le bilan, le rapport de l'ASC-LC, l'autorité supérieure de contrôle de l'État, concernant par exemple la gestion du carburant à la présidence dont il est le premier responsable. Il y a eu des détournements de carburant. Mais dans un discours pareil, si dans la réalité on a des soucis, je me dis qu'il y a quand même un déphasage. Et jusqu'à présent, moi je pense que tant qu'on n'a pas vu sur le terrain ce qui se passe, moi je prends toujours ce discours avec des pincettes. Mais quand le président parle de désordre, d'incivisme, est-ce que pour certains qui sont allés peut-être trop vite en besoin ou qui en tout cas sont réalistes, ça pourrait être une déclaration de guerre ou en tout cas une mise en garde pour les syndicats? Oui, une mise en garde, pour moi, c'est trop dit. Parce que la plupart de nos dirigeants sont plus pratiques dans les discours que dans la réalité. Ce désordre qui peut-être permet de créer ce désordre. Ça veut dire que si on a des institutions fortes, on ne peut pas parler de désordre ni d'incivisme. On a toujours dit que l'exemple vient du haut, la limitation, c'est la base. Et si en haut, on a toujours des mauvais exemples, on ne peut pas demander à la base de produire des bons exemples. Donc moi, je trouve que ce discours me reste toujours sceptique, un peu perplexe. Je ne suis toujours pas convaincu. D'accord. Maître, oui. De qui parle le président? Il parle de tous les Burkinabés ou il parle des syndicats? Parce que quand on dit voilà, le désordre, l'incivisme, la corruption, est-ce que ce n'est pas, par exemple, une catégorie bien ciblée? Je dis comme ça les syndicats, mais ça pourrait être aussi d'autres catégories. Est-ce que le président, il a à cœur de viser, il parle de certains citoyens ou il parle de tout le monde? Moi, je pense qu'il parle pour parler.
Parce que, comme j'ai dit ici l'an passé, il y a une inflation des interventions du président du Faso. Le 4 août, il a fait un discours. Et il vient d'être élu, il a fait un discours. Ensuite, le 11 décembre, il fait un discours. Bientôt, à la fin de l'année, il va faire un discours. Donc, il y a une inflation. À son investiture aussi, il va faire un discours. Donc, il y a une inflation des interventions officielles du chef de l'État. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Nulle part, ce n'est comme ça. Aux États-Unis, c'est seulement le 20 janvier, lors de la déclaration à la nation, que le chef de l'État s'adresse à la nation. Maintenant, en dehors de ça, il s'adresse à la nation chaque fois que l'opportunité s'impose, qu'il y a crise ou bien qu'il estime nécessaire. Mais ce n'est pas formalisé comme ici au Burkina Faso, où c'est formalisé et il y a plusieurs interventions qu'il fait dans l'année. De telle sorte que parfois, il n'a pas grand-chose à dire, mais il faut inventer, il faut essayer de trouver quelque chose pour dire. Sinon, tout ce qu'il a dit, le constat qu'il a fait, ce n'est pas nouveau. Vous voyez les discours de Sangoulé Lamizana. Sangoulé Lamizana a eu à le dire, donc des années avant. C'est cela qui a fait que les Thomas Sankara étaient venus pour rectifier justement cet incivisme et puis ce désordre institutionnalisé. Maintenant, bon, dire qu'il y a le désordre, quand Sangoulé a fait le constat et qu'il a fait son discours, il n'y a pas eu d'effet. Donc, je ne pense pas que Roch ait, comment je vais dire, n'est-ce pas, la volonté, la poigne nécessaire pour aller dans le sens de ce qu'il a dit. Donc, c'est un constat. Tout le monde constate ça, donc il le constate. Mais maintenant, a-t-il les moyens? A-t-il la force? A-t-il la volonté? Le président dit que dans l'intérêt de tous, nous ferons en sorte qu'il en soit ainsi. Oui, mais Lamizana l'avait dit aussi, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas quand même un engagement assez solennel de limiter le désordre, de limiter la corruption. Vous voulez qu'il dise quoi? Qu'il va faire en sorte que le désordre se poursuive? Donc, je vous ai dit, revoyez le discours du président Sangoulé Lamizana. Un de ses discours, il a dit exactement la même chose. Mais il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de concrétisation sur le terrain. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il ait les moyens et qu'il ait la volonté de mettre en pratique ce qu'il vient de dire. Mais ça me surprendrait. Donc, nous sommes tous là, n'est-ce pas? On verra. Donc, moi, je pense que c'est un constat. Et puis, dû au fait aussi qu'il est contraint de faire un discours par le formalisme institutionnel des interventions du chef de l'État. Donc, il faut qu'il dise quelque chose. Alors, c'est pour ça qu'il a parlé. Lengani? Moi, je dirais que, apparemment, on a voulu nous annoncer le Roch nouveau. Le Roch nouveau, après donc, cette brillante élection fortement contestée par une opposition qui a par la suite filé la queue entre les pattes. Donc, j'ai l'impression qu'on nous annonce le Roch nouveau, comment est-ce que le Roch va se comporter. Et là, je crois qu'il fait fausse route parce que le discours à l'occasion du 11 décembre, de mon point de vue, c'est la nation, c'est pas la nation, c'est les valeurs de la République au Burkina d'aujourd'hui, dans le contexte actuel. Et ces valeurs-là, faire le point de ces valeurs-là et voir comment les projeter dans l'avenir. Bon, comme l'a dit M. Tambela, il y a une rhétorique, et même les uns et les autres l'ont dit, on a l'impression d'une rhétorique qui est reprise à tous les coups, parce que, visiblement, on n'a rien à dire, parce que sur les thèmes sur lesquels devrait porter ce discours-là, on a fait échec. Moi, je ne vois pas le président du Faso nous dire au 11 décembre que lui, il prend l'engagement que dorénavant, il n'y aura plus la corruption, il n'y aura plus l'incivisme, il n'y aura plus ceci ou cela. Non. Il devrait plutôt nous dire ce qu'il a fait pour que ça soit, pour qu'aujourd'hui le Burkina Faso soit dans un état civique, un état civilisé, un état qui respecte les droits de l'homme, un état avec une justice indépendante, etc. C'est ce qu'il devrait nous dire, ce qu'il a fait comme acte qui l'a conduit à ça. C'est ce bilan-là sur l'aspect de la République qui est demandé au plan du Faso. Ce n'est pas de nous faire des projections sur un avenir. Et si cet avenir-là, le tableau qu'il dresse là, c'est le tableau de qui? Pendant 5 ans, c'est son tableau. Et comme les uns et les autres l'ont dit, bon, c'est en fait, il s'auto-flagelle lui-même en quelque sorte, sans en avoir l'air. D'accord. On va évoquer l'appréciation également que le président fait des élections. Il dit, c'est encore là une partie de son discours, il dit que le consensus recherché autour des élections du 22 novembre 2020
et qui a prévalu avant, pendant et après la proclamation des résultats provisoires nous indique désormais la voie à suivre. Il nous indique désormais la voie à suivre. Il vient ainsi convaincre définitivement les plus sceptiques de la capacité du peuple burkinabé à décider de son avenir. Je remercie particulièrement nos compatriotes de la diaspora qui ont pris part à ces élections présidentielles pour la première fois. J'ai une pensée pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu participer à ces élections, car je comprends ce qu'ils ressentent en pareille situation. Alors, le président parle d'un consensus qui a prévalu avant, pendant et après. Donc, est-ce que ça voudrait dire que ces élections ne sont pas des élections, qu'il y avait un consensus quelque part? Ou non? Non, moi c'est ce que je disais. C'est vraiment, je pense que c'est ce que... il ne fallait pas tomber en fait dans le jeu. C'est vrai que c'est tout à fait normal de rester aussi collé à son temps, à son époque, mais vouloir glisser en fait sur ces élections. Parce que si vous continuez à lire en fait le discours, vous avez vu qu'il a remercié les gens pour la confiance placée en lui. Moi, ce passage, je trouve que c'est inapproprié, inopportun. Parce que, comme je l'ai dit, moi, je reste un peu dans le fil de ce que j'ai dit. Le 11 décembre, moi, je considère que c'est une date historique. Il a la lourde responsabilité. Il se trouve que le 11 décembre 2020, il se trouve que c'est Roch-Marc Christian Kaboré qui est à Kosiam. Donc, il a cette lourde responsabilité de nous faire le balayage de ce que le Burkina est à partir de 60 jusqu'à maintenant et faire la projection. C'est comme cela que je vois les choses. Maintenant, avec le discours sur en fait, les aspects sur les élections évoquées par rapport à 2020, je dis c'est la porte ouverte à toutes sortes d'interprétations et ça ne fait que raviver peut-être des émotions plus ou moins dépassées. Dans tous les cas, consensus ou pas, il y a eu élection. Lengani l'a dit tout à l'heure, ceux qui contestaient ont finalement sont rentrés en fait sont revenus sur la table et ont félicité le candidat élu, faisant la projection sur ce qui va se passer après. Moi, je crois que c'est ça le plus important. Sinon, le reste, après, on est dans des discours, on ne va pas s'en sortir. Mais je dis encore, la question des félicitations, le fait qu'on a placé, parce qu'il n'est même pas encore à la fin de son premier mandat. Officiellement, il y aura l'investiture le 28 ou le 29. Donc, s'il fait le discours, il a l'investiture pour remercier les Burkinabés de l'avoir réélu. Il a le 31 décembre pour faire son discours du Nouvel An. Pourquoi le 11 décembre? Parce que le 11 décembre, je dis tout simplement que c'est la sommation en fait, des luttes. Quoi qu'on peut dire sur l'indépendance. Donc pour moi, c'est un événement historique à ne pas... Le discours n'est pas ici opportun, n'est pas adapté. Sur ce passage, moi je estime en tout cas que ce n'était pas approprié, ce n'était pas opportun. Surtout faire allusion à sa personne pour parler de félicitations ou de réélection. Je trouve que... Parce que là, c'est toujours le président qui parle. Il n'a pas encore à la fin de son mandat. Et il a le 28 ou le 29, le jour de son investiture, de remercier les Burkinabés de l'avoir réélu. Il a le 31 décembre, il y a le discours du Nouvel An pour remercier les gens et pour pouvoir faire... Moi, ma compréhension en tout cas du discours du 11 décembre, c'est une date historique. On peut l'inscrire dans ce carnaval-là et essayer, si le discours doit se faire, c'est de faire un peu la sommation de tout ce que nous avons fait jusque-là. Et je répète encore, c'est tout simplement, aujourd'hui, quel est le chemin parcouru? Qu'est-ce que nous mettons dans l'indépendance? Qu'est-ce que nous avons fait pour nous assumer dans le Conseil des Nations? Et quels sont les défis qui se posent? Et quelle est la place du Burkina en Afrique ou dans le monde? Quelle est la vision que nous avons? Moi, je crois que ce sont ces questionnements-là qui devraient guider un peu dans l'esprit de la rédaction en fait, du discours du 11 décembre. Toute autre chose ouvre la porte à toutes sortes. Vous voyez, on dit que c'est du déjà entendu. Et effectivement, c'est du déjà entendu quand on fait le constat et au lieu de faire le point de ce que nous avons fait ensemble et faire la projection. Lengani? Moi, je vais un peu dans le sens de Houlon, juste un peu, en fait, dans la compréhension du discours, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais moi, je limiterais ça plutôt aux 5 années que Roch-Marc Christian Kaboré est en train de terminer au niveau de la gestion de l'État. C'était une occasion propice pour lui, pour dire aux Burkinabés, moi, j'ai confié ce pays-là, cette république-là, il y a 5 ans, voilà ce que j'ai fait, voilà où je suis arrivé, et voilà ce que... Et bon. Et là, c'est ce qu'on pourrait attendre. Mais parler effectivement de son élection, je pense que c'est très, 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 très mal approprié. Ce n'est pas le lieu de parler des élections qui viennent d'avoir lieu. Et c'est encore moins le lieu de féliciter des gens pour l'avoir élu. Parce que, bon, et surtout que ces élections-là commencent à parler. Parce que c'est maintenant que ces élections-là parlent. C'est maintenant qu'on sait ce qui s'est vraiment passé. Au-delà des chapelles politiques, les gens parlent. Et ces élections, de mon point de vue, sont plus... C'est loin d'être le consensus. Est-ce que aussi, on ne pourrait pas dire qu'à la décharge du président ou de ceux qui écrivent son discours, que le 11 décembre, il n'est pas dit
que c'est dans telle direction qu'il faut écrire le discours. C'est un discours, le président, quand il s'adresse au peuple, il s'adresse au peuple par rapport à ce qui lui tient à cœur et ce qu'il pense être nécessaire à passer au peuple. Oui, c'est tout à fait. Donc, il aurait pu, par exemple, nous parler des 6 cadavres de véhicules qui ont brûlé à cause de l'incivisme des gens. Il pouvait uniquement parler de ça seulement. Ça, c'est son choix. Mais il n'empêche que nous jugeons en tant qu'observateurs, en tant que citoyens, en tant que concernés par ce discours-là, et nous disons que ce n'est pas le lieu pour nous de nous remercier pour l'avoir élu ou bien de remercier la classe politique pour avoir fait un mouta qui n'est pas républicain. Parce que le consensus dont tu parles là est tout sauf républicain. C'est sur quelle base ce consensus a été fait? Et que c'était base républicaine, moi je ne suis pas du tout convaincu. Et faire remercier les gens pour cela, à l'occasion de la fête de l'indépendance, moi je trouve que c'est... Justement, quand le président parle de consensus, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Consensus avant, pendant et après les élections. Est-ce que vous avez dit, par exemple, que oui, la classe politique a eu un consensus sur quoi? Ça devait concerner quoi, par exemple? Oui, si, bon, je lis l'actualité récente. Le consensus avant, c'est que la classe politique s'est entendue pour aller aux élections, pour modifier la loi en moins de 6 mois et aller aux élections dans un contexte très, très critique et très, très polémique toujours. Il y a toujours des Burkinabés qui pensent aujourd'hui que ce n'était pas opportun d'aller aux élections, qui pensent qu'on aurait dû faire telle et telle action plutôt que de se précipiter vers des élections dont les résultats ont été déjà connus d'avance. Bon, le consensus pendant, c'est effectivement d'avoir vu la fraude gigantesque qui a été déroulée sur la toile et personne ne s'est plaint, aucun magistrat n'a pris ça en compte, aucun politique n'a véritablement dénoncé. Le consensus après, c'est quoi? C'est effectivement la classe politique qui s'est entendue, tous les candidats qui sont entendus pour le féliciter pour sa brillante élection. Bon, ça, c'est un consensus qui va du début jusqu'à la fin en sa faveur. Et bon, il l'évoque, c'est très bien, mais moi je trouve que ce n'est pas le lieu d'évoquer ce fameux consensus-là. Youssouf? Oui. Avec ce discours, toujours, c'est comme j'ai dit, au début j'ai pris mon courage à 2 mains pour l'écouter, mais c'était compliqué. Je trouve que quand on parle de la fête de l'indépendance, l'anniversaire de l'indépendance, c'est pour quand même dire au peuple burkinabé, voici le pays 60 ans où il est, qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays, où voulons-nous l'amener? Ce n'est pas le lieu pour moi de venir remercier, comme disent les autres, le peuple burkinabé de vous avoir élu. Vous vous êtes basé sur votre programme, et c'est par rapport à votre programme qu'on vous a élu. Mais le jour de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, venir remercier les Burkinabés, parler de consensus, parler d'élection, moi je trouve que c'est inopportun. Parce que nous, on attendait de ce président-là, 60 ans après, quelle vision il a pour le Burkina? Où veut-il amener ce Burkina-là, dont il parle qu'il y a de l'incivisme, la corruption, dont il nous avait dit qu'il venait au moins pour essayer de lutter contre ces fléaux. Donc le lieu n'est pas propice pour nous parler d'élection, de parler de consensus. Consensus, c'est comme l'a dit, il y aura beaucoup d'interprétations. Est-ce que c'est consensus après les élections pour dire aux opposants de ne pas peut-être contester les résultats, ou c'est pour dire au peuple burkinabé qu'il y a eu des élections, mais malgré les difficultés, il n'y a pas eu de problème. Moi, je trouve que c'est vraiment déplacé pour le premier responsable du pays, lors de l'anniversaire de la fête de l'indépendance, de revenir sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être dans un discours qui doit réellement montrer aux Burkinabés le bilan de ce qui s'est passé 60 ans après. D'accord. Maître? Oui. Alors, le président dit qu'il y a eu un consensus, il a salué le consensus de la classe politique avant, pendant et après les élections. On a vu aussi que, par exemple, on ne sait pas de quoi il s'agit par rapport à ce consensus, mais il y a quand même un débat sur la légalité même de certaines règles du jeu électoral. Est-ce que c'est... Oui, mais est-ce que le consensus, il repose sur quelque chose de légal? Mais si. Est-ce qu'il n'y a pas eu de violations en l'air? Non, il y a eu consensus. Tous les partis représentés à l'Assemblée nationale étaient d'accord. Et nous sommes tous d'accord que les députés sont les représentants du peuple. Voilà. Maintenant, nous sommes 20 millions, il est sûr et certain que tous les 20 millions n'ont pas la même opinion sur chaque problème. Mais quelle est la marge, n'est-ce pas, de ceux qui ne sont pas d'accord? C'est ça. Il y aura toujours une minorité qui ne sera pas d'accord. Mais est-ce que cette minorité est représentative? Voilà la question qu'il faut se poser. Sinon, tous les partis
représentés à l'Assemblée nationale ont été d'accord pour organiser les élections telles qu'elles ont été organisées. Ils ont été tous d'accord qu'il y avait une insécurité dans une partie du pays, et que néanmoins, on ne pouvait pas organiser des élections dans cette zone-là, etc. Tous les partis représentés à l'Assemblée nationale étaient d'accord, à moins qu'on ne remette en cause la légitimité de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, sur ce plan, il y a eu consensus. Il y a eu consensus de toutes les opinions qui comptent. Voilà. Quand on vote une loi à l'Assemblée nationale, ce sont les députés qui votent la loi. Mais tout le monde ne peut ne pas être d'accord avec la loi. Mais ce sont les représentants du peuple qui votent la loi. Et que tu sois d'accord ou pas, tu y es soumis. Si c'est une loi pénale, mais après les élections, mais le consensus de la loi, est-ce qu'après les élections, il y a toujours le consensus. Les gens s'attendaient à ce que l'opposition, qui avait au premier moment poussé des cris d'orfraie. Je vous ai dit, M. Loukman, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait des contestations légales et tout. Il y a 2 semaines, j'étais ici, je vous ai expliqué ce phénomène. Les premières tendances étaient tellement favorables à Roch que l'opinion a paniqué, l'opposition a paniqué. Mais par la suite, il y a eu un rééquilibrage. Et eux-mêmes se sont rendus compte que finalement, il n'y avait pas lieu à contestation. Vous avez vu, n'est-ce pas, la rapidité avec laquelle les candidats même de l'opposition sont partis présenter leurs félicitations à Roch avant même que le Conseil constitutionnel ne se prononce. Au fond d'eux, ils sont d'accord. Ils ont fini à partir présenter ses félicitations à Roch. Tahirou Bari est parti. La dame là, Madame Kamyeli est partie, Gilbert Noël Drago est parti. Il n'y a que Edi Komboego seul, le CTP, qui a dit que, et Carlé, qui a dit que eux, ils attendent que le Conseil constitutionnel se prononce. Voilà. Donc, là, une grande partie de l'opinion de tous ceux qui étaient candidats ont déjà reconnu, avant même le Conseil constitutionnel. S'il y avait contestation sérieuse, ils ne reconnaîtraient pas la victoire de Roch avant que le Conseil constitutionnel ne se prononce. Donc, ça veut dire qu'ils acceptent les résultats. Maintenant, quand on parle de fraude, etc., patati patata, le territoire compte 274 000 km². Il est impossible d'organiser des élections concernant des millions de personnes sans qu'il n'y ait de petits dysfonctionnements. Maintenant, quand tu as amplifié ces dysfonctionnements, etc., moi, je pense que ça ne vaut pas la peine. Même les principaux concernés n'ont pas tenu compte de ça et ont estimé que ça ne portait pas atteinte à la sincérité des élections. D'accord. On va terminer par une interpellation que le président y a fait, qu'il appelle lui-même comme étant une interpellation collective pour un Burkina résolument tourné vers l'union sacrée de ses fils, de ses filles et de ses fils pour faire face aux défis actuels et assurer à notre pays, c'est ce que le président dit, la sécurité, la santé, le développement économique et social. L'atteinte de telles ambitions pour lesquelles je me suis engagé avec vous passe nécessairement par un changement de mentalité et de comportement. La culture de la tolérance, du vivre ensemble, du civisme, le patriotisme, le dialogue inclusif, la prise en compte de nos valeurs culturelles positives, socle de la paix et de cohésion seront la clé de notre succès. Lengani? Oui, comment on voit là le président qui appelle à un rassemblement, les fils et les filles, qui met chacun devant sa responsabilité historique, comme on parle d'histoire. Est-ce que de tout ça, le président n'a pas quand même une vision par rapport à sa mission, mais aussi au Burkina, la nation, vers où elle doit aller, quand il dit tout ça? Oui, quand il dit tout ça, bon, c'est comme on l'a dit, hein, en fait, c'est un discours de belle intention. C'est des intentions louables hein, qu'il faut féliciter, il faut remercier, mais c'est que le problème, c'est qu'il ne pouvait pas dire autre chose. C'est ça le problème, il ne pouvait pas dire moins que ça. Ça, c'est le minimum syndical, de dire ce pourquoi il a été embauché entre griffes en tant que président, c'est-à-dire élu en tant que président. C'est son travail, ça, de faire ça. Il n'a pas à venir nous rappeler son travail. Il n'a qu'à nous dire comment il a travaillé et comment il compte travailler. Et quel est le résultat de son travail. Sinon, il nous dit pourquoi il a été élu. Bon, ça, c'est pas là. Je pense que ça, c'est... Mais le président dit qu'il faut changer les mentalités et de comportement. Il faut changer. On l'a dit ici, toutes ces questions-là, notamment le confrère de Faso, le Faso.net. Le Faso.net, qui dit en fait, l'exemple là, le peuple en bas là, si ça doit changer là, c'est parce qu'en haut ça a changé. Si en haut il continue à vendre du charbon fin et à faire ce qu'on connaît, à construire des bunkers incroyables dans leur village,
dont on ne connaît pas l'origine des sous, etc. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'au niveau de la base, ça change. Ce n'est pas possible. Mais Donc, on a vu que d'abord, pendant ces élections, j'ai les acteurs politiques, les candidats sont allés donner de l'argent aux gens qui ont pris et qui ont fait comme les gens voulaient. Est-ce que aussi ça, c'est encore aux politiques de choses, de commander, la conscience des gens, la mentalité des gens? Mais c'est là où vous me permettez de rebondir sur le satisfait général global que M. Tambela donne aux élections passées. Bon, pour dire que, bon, vraiment accepter, dire ces élections-là que, bon, c'est le consensus, bon, vraiment, il n'y a rien à redire, bon, c'est très bien, c'est propre, c'est 214 000 km2 amputés des zones rouges, il faut ajouter ça, donc moins que ça même. On ne peut pas organiser des élections tant qu'il y a des dysfonctionnements et se satisfaire de ça. Moi, je trouve que c'est ce que Roch-Marc Christian Kabila doit combattre. C'est-à-dire se laisser aller, bon, tout est bon, il y a le cahier, bon, c'est bon, tout est... Il n'y a pas de problème, on avance. Non, ce n'est pas vrai. Ces élections-là ont eu des problèmes. Et si on veut être honnête en tant que citoyen, c'est reconnaître ces problèmes-là et puis voir comment les corriger pour les prochaines fois. Et ce que je viens de citer, c'est-à-dire la corruption électorale. Mais ça s'est fait à ciel ouvert. Il y a même des acteurs politiques, c'est vrai, qui ne sont pas à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas représentés, qui n'ont pas eu la chance d'être représentés à l'Assemblée nationale et qui l'ont dénoncé avec force. Et je le dénonce avec eux, ce tachat de conscience. Est-ce que ça, c'est les élections républicaines que nous voulons pour demain? Moi, je dis non. Il faut voir, il faut changer, mais pour qu'on change, il faut que ça commence par en haut. Et pour commencer, même sur le plan électoral, c'est les grands partis qui doivent donner l'exemple. Or, ils ont fait débauche d'énergie, de moyens pour influencer les populations négativement et les amener à voter pour eux. Youssoufou, le président dit qu'il faut changer de mentalité et de comportement. Est-ce que la théorie selon laquelle le poisson pourrit par la tête ou alors que c'est le sommet qui donne l'exemple, est-ce qu'on n'est pas resté dans un schéma qui est peut-être faux à un moment donné? Est-ce qu'il n'y a pas une part aussi des citoyens, pour les citoyens, les populations, quand même de donner l'exemple aussi à ceux qui sont en haut? Quand elles-mêmes, les populations, courent après de la corruption, on vient acheter des voix, etc. Oui, ce que vous dites, c'est l'idéal. Mais ça va être difficile pour que le bas donne l'exemple. Parce que le plus souvent, on regarde ceux qui sont en haut quand même pour prendre l'exemple. Parce que c'est eux peut-être qui sont peut-être le modèle de la société. Maintenant, si en haut, vous faites des discours très bien calibrés, très beaux, il faut que cela soit réel dans les actes. Et je pense que si ce que le président dit est une réalité et que ça se traduit dans les actes, je pense que les gens vont suivre. Il n'y a pas de débat. Mais est-ce que les questions de mentalité, de comportement, est-ce qu'il faut forcément regarder le sommet? Mais est-ce que quand les gens se lèvent le dimanche ou le vendredi, ils vont soit à la mosquée ou à l'église ou dans les temples, est-ce qu'ils regardent le sommet avant d'y aller? Oui, mais ça c'est différent. Ça c'est des valeurs quand même. Ça c'est des valeurs, mais ça c'est différent par rapport à ce qui nous dirige. On n'a pas besoin de regarder quelqu'un pour aller à la mosquée ou à l'église, ce qui est différent de ce qui se passe dans la gestion des pays. Vous ne pouvez pas me dire que nous devrons quand même se donner la main pour peut-être faire prospérer ce pays. Et dans les actes que vous posez, c'est contraire à ce que les gens regardent. Là, je trouve qu'il y a quand même un décalage de ce qui est dit et ce qui est pratiqué. Il y a des événements qui se sont passés dans ces pays-là qu'on ne peut pas accepter que c'est des responsables qui sont au sommet qui cautionnent. Si par exemple le citoyen lambda, à travers les journaux ou à travers d'autres canaux, remarque certaines choses dans la gestion de l'ordre des biens de l'État et qui ne sont pas sanctionnés, et c'est le même président qui vient nous dire qu'il faut se donner la main pour éviter certaines choses, moi je trouve que quand même c'est difficile d'y accéder. D'accord. Voilà. Maître, il faut changer de comportement et de mentalité. Je vous ai dit que c'est un vieux discours qu'on a déjà entendu. Lamizana l'a dit. Lamizana avait fait son discours là en appelant les gens, n'est-ce pas, à acquérir l'idée de nation. Et il avait terminé en disant que je ne suis d'aucune localité, je ne suis d'aucune région, je suis voltaïque. Tout le monde se rappelle de ce discours de Lamizana là. Donc, c'est déjà entendu. Maintenant, quand tu as dit qu'il faut changer de mentalité, ça c'est un problème. Même le constat de changement de mentalité, Lamizana l'avait dit. Mais pour changer de mentalité, il faut quoi? Il faut donner l'exemple. Or, cette mentalité-là, c'est quoi?
Je vous ai dit qu'ils sont tous de l'école politique de Blaise Compaoré. Et ils ont accompagné Blaise Compaoré dans cette mentalité d'affairisme-là qui a entraîné le désordre dans le pays. Donc maintenant, même s'ils font le constat, on ne perd pas des habitudes de 30 ans comme ça du jour au lendemain. Donc ça m'étonnerait qu'il fait le constat qu'il faut changer de mentalité, mais a-t-il les ressorts nécessaires pour ce changement de mentalité? Après avoir vécu, n'est-ce pas, dans l'école politique de Blaise Compaoré pendant 30 ans, qui instillait d'autres valeurs, qui sont les valeurs d'affairisme, de corruption. Et c'est comme ça que Blaise Compaoré a gouverné. Et c'est comme ça qu'ils ont accompagné Blaise Compaoré dans son gouvernement. Donc, comment voulez-vous qu'eux, ils puissent être encore les moteurs du changement? Blaise Compaoré n'étant plus là, pourquoi est-ce que ça n'a pas changé? Mais je vous ai dit, c'est des habitudes. Est-ce que vous avez vu? Et après, vous avez dit, n'est-ce pas, que le peuple peut donner l'exemple, n'est-ce pas, aux dirigeants, amener les dirigeants. Mais, monsieur Saorgo, je vous dis une chose. Quand on dit qu'un enfant est mal éduqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le papa. Il regarde le papa. Dans une famille, les enfants sont à l'image de leurs parents. Ils regardent leurs parents. Et le peuple, par exemple, c'est les dirigeants qui donnent l'exemple. Si les dirigeants sont corrompus, les gens se disent, mais pourquoi moi je vais me sacrifier? Le peuple ne prend l'engagement du changement que quand le désordre est tel que le peuple lui-même n'arrive plus à se souvenir dans les besoins quotidiens. Là, situation de survie. Là, voilà, situation de survie. Là, le peuple se révolte et ce sont les insurrections. D'accord. C'est ça. Mais tant qu'il y a le désordre, la corruption, et que les gens arrivent quand même à se débrouiller, etc., non, c'est le peuple, il suit le mouvement et il fait comme ceux qui sont en haut. Mais maintenant, si le désordre atteint un niveau tel que le peuple n'arrive même plus à se donner le repas quotidien, là, maintenant, ce sont les insurrections. Donc, à l'heure actuelle, là, au Burkina Faso, les gens arrivent toujours à subvenir à leurs besoins, etc. Donc, il ne faut pas attendre à ce que l'exemple vienne du peuple. Ça doit venir du haut. D'accord. Atiana? Non, moi, je partage en partie, en fait, ce qui a été dit. C'est vrai que l'exemple doit venir d'en haut et comme on le dit, le poisson pourrit par la tête. Mais moi, je dis, on ne va pas croiser les bras jusqu'à ce que ceux qui sont en haut envoient le pays à l'abattoir. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ça. De la base, on peut obliger ceux qui sont en haut à changer de cap. Et je pense qu'il faut le faire. Parce que même au niveau individuel, dans notre entourage, nous connaissons des gens qui sont sur des chemins plus ou moins alambiqués, qui sont peut-être dans le vol, dans le crime. Mais on ne se met pas à faire parce que les gens le font. Je pense que nous-mêmes aussi, nous pouvons être des exemples. Il ne faut pas une culture du mimétisme voilà, dans le mal. Je pense que c'est un peu trop facile aussi de croiser les bras et dire, bon, comme en haut on vole, on pille, nous aussi on va se mettre à voler, à piller. Je dis non, ça ne doit pas être comme ça. Mais je suis tout à fait d'accord que le poisson pourri par la tête, il faut donner le bon exemple, les dirigeants, parce que c'est le reflet, ce sont les premiers responsables. S'ils ne le font pas, je pense que par la base, on peut les contraindre à le faire, quitte à ce qu'ils quittent quitter le plancher. Je pense que c'est comme cela aussi on doit concevoir les choses. Et non attendre, croiser les bras, et puis dire, voilà, comme ils ne changent pas, nous aussi, on va faire pareil. Je pense que c'est très dangereux en ce moment, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Parce que moi, je vois un peu l'image de quelqu'un qui s'assoit, qui regarde peut-être son grand frère ou son papa qui est alcoolique, qui est voleur, qui est ceci, cela, il dit, bon, lui aussi, il va faire pareil. Vous imaginez ce que ça donne. Merci. Donc, c'est éduqué à quelques niveaux. Chacun doit jouer sa partition. Ceux aussi au sommet disent qu'ils sont les mauvais du exemples ne peuple. doivent pas inspirer. On doit les combattre et les gens doivent s'organiser pour que ces gens de personnes ne puissent même pas représenter une petite portion du pouvoir. Merci. C'est un cercle vicieux. Ceux aussi au sommet disent on est le reflet du peuple, tel dirigeant. Voilà. Les dirigeants, le peuple aussi dit tel dirigeant, tel peuple. Merci. On va continuer pour parler du dossier Norbert Zongo. 22 ans après, 22 ans, le dossier n'est toujours pas, on va dire comme ça, n'a toujours pas laissé voir toute la vérité, pas de jugement jusqu'à présent, ou du moins il y a eu des jugements en 2006, il y a eu donc le non-lieu. Le dossier a été rouvert en 2016, je crois, oui, et jusque-là, 2015, récemment, le procureur du Faso a été donc animé une séance de discussion au sein du père Norbert Zongo pour revenir un peu sur les différentes étapes de la procédure, notamment avec les 10 inculpés suite à la réouverture 2015 et le mandat d'arrêt international à l'encontre de François Compaoré. Alors, 22 ans, ça fait beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, toujours pas de justice. Youssouf. Oui, 22 ans, ça fait vraiment beaucoup, pour ne pas dire trop. Mais quand on regarde l'évolution du dossier, on peut dire que techniquement, il y a une avancée notable. Parce que le dossier a été instruit, il y a des gens qui sont inculpés, il y a un mandat d'arrêt contre François Compaoré dont on attend
le retour du Conseil d'État français parce qu'il y a un recours qui a été introduit. Et si ce recours est rejeté, je pense que rien ne s'oppose théoriquement à son extradition. Mais moi, mon inquiétude reste toujours que le dossier n'est toujours pas, on n'a toujours pas un jugement. Et mon inquiétude, c'est que le dossier aussi peut-être risque d'être un peu piétiné sur le plan politique. Parce que si on se rappelle la nomenclature des dirigeants qui étaient à l'époque de l'assassinat de Norbert Zongo, ils ne sont pas hors circuit. Mieux, c'est eux-mêmes qui sont aux affaires. C'est-à-dire concrètement? Concrètement, oui. L'assassinat, pendant l'assassinat de Norbert Zongo, en 98, ceux qui dirigeaient, oui. ceux qui étaient dans le pouvoir, ne sont pas hors circuit. Quand vous prenez un monsieur comme Simon Compaoré, même le président, il faut avoir le courage de le dire, oui. cette nomenclature-là, à l'époque de l'assassinat, ils étaient dans le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont, aujourd'hui, c'est eux qui sont dirigeants. Donc moi, mon inquiétude se pose à ce niveau. Et rappelez-vous qu'en 2000, il y a un monsieur qui a instauré des zones rouges à Ouaga, qui avait peut-être mobilisé des loubards avec des gourins pour empêcher que les gens descendent dans la rue pour manifester justice pour Norbert Zongo. Mais ça, c'est s'écrivait, mais est-ce qu'on n'a pas... Bon, mais on n'a pas des preuves. On n'a pas des preuves concrètes, mais quand même, c'est des réalités qu'il faut rappeler. Les zones rouges, oui, ça, c'est réel. Il y avait des zones rouges, c'est une réalité. Mais qui étaient ces initiateurs? C'est peut-être eux encore qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, sur le plan politique, moi, je trouve, j'ai un peu peur que le dossier piétine. C'est vrai que c'est les mêmes gars du Marigot. Peut-être que d'autres se sont émancipés. Mais jusqu'à présent, sur le plan politique, c'est une inquiétude. Et pendant même la campagne, quand tu écoutes les candidats, personne d'entre eux n'a fait de la justice une question fondamentale. Oui, mais quand on regarde n'a évoqué des sujets, des dossiers, des crimes qui tiennent à cœur. Est-ce que c'est vraiment le politique quand on sait que, par exemple, la justice aujourd'hui, et le procureur l'a dit, il y a vraiment une démarcation. Est-ce que le problème n'est pas purement judiciaire? Est-ce qu'il faut encore revoir accuser le politique? C'est ça, j'ai dit que et si on doit accuser le politique, il y a eu quand même l'insurrection qui a quand même rompu. Techniquement, on dit que le dossier évolue. Je suis d'accord. Quand je parle de techniquement, je me réfère peut-être à la justice. Mais moi, mon inquiétude, peut-être que le dossier risque de piétiner sur le plan politique. Parce que c'est les mêmes acteurs d'hier qui sont dirigeants d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Maître, certains ont dit, voilà, il fallait, pourquoi pas juger par contumace le dossier. Certains commencent à poser le problème parce que ça dure. Pourquoi on ne pourrait pas juger aujourd'hui par contumace? Non, par contumace, c'est quand on n'arrive pas à saisir la personne, à le localiser, etc. Là, on juge par contumace. Par exemple, quelqu'un s'est échappé, on n'a pas les traces de la personne, etc. Là, on peut juger. Mais actuellement, bon, François Compaoré semble être mis en cause, donc on sait où il se trouve. Maintenant, si on n'arrive pas à l'extrader, dans ce cas, on pourrait peut-être juger. Mais tant que le dossier d'extradition n'est pas réglé, on ne peut pas juger, alors qu'on sait que l'un des principaux présumés est localisé. Donc ça, c'est pas possible. Alors, il y a d'autres questions qu'il évoquait, Youssoufou, c'est la question politique, parce que ce dossier est imminemment entouré dans une oui, bon, question. C'est pour ça que je vais vous dire, quand vous dites que 22 ans, il n'y a toujours pas de solution, je dirais que ce n'est pas 22 ans. Non. Vous savez que le régime de Blaise Compaoré a tout fait pour bloquer le dossier. Et le dossier n'a été réouvert vraiment qu'à partir de la transition. Mais en 2006, il y a eu un jugement qui a été rendu. Oui, mais c'est sous le régime de Blaise Compaoré. C'est fait par la justice. C'était un non-lieu là. Hein? La justice n'avait pas les mêmes coups de franche qu'aujourd'hui. La justice n'était pas aussi indépendante. Vous voyez comment le dossier de Thomas Sankara a été torpillé sous le régime de Blaise Compaoré. Et c'est le ministre de la Défense qui devait instruire le dossier, faire les papiers. Et qui était le ministre de la Défense? C'était le président Blaise Compaoré lui-même. Donc, tous ces dossiers-là, Thomas Sankara, Norbert Zongo, ce n'est qu'après le départ de Blaise Compaoré que les dossiers ont vraiment commencé. Donc, dire que 22 ans, non, ce n'est pas 22 ans. Sans oublier que, comme Ouedraogo l'a souligné ici, c'est les mêmes acteurs, que ce soit le dossier de Thomas Sankara, que ce soit le dossier de Norbert Zongo, ce sont les mêmes acteurs qui sont impliqués. Comme manifesté pour justice pour Norbert Zongo, Simon Compaoré poursuivait déjà, et on l'a poursuivi, il a eu son salut en sautant à travers la maternité de Goungé, là. Donc, ils étaient tous là, et c'est eux-mêmes qui délimitaient les zones où les manifestants ne devaient pas franchir, etc. Mais en principe, quand on écoute, on dit que sous Blaise Compaoré, la justice était mise un peu sous le politique. On dit après l'insurrection que la justice a eu des coups de franche. Et encore, on cite des anciens du régime. Est-ce que
Oui. Comment on peut saisir tout ça? Monsieur Lukman, je vais vous dire qu'effectivement, la justice a un peu plus les coudées franches. Est-ce que vous avez vu? Mais on n'est jamais tout à fait en dehors de l'influence du politique. Moi, je connais des gens qu'on aurait dû emprisonner, mais qu'on n'a pas emprisonné sous ce régime, sur intervention. Est-ce que vous avez vu? Les gens qui auraient dû être mis sous mandat de dépôt et puis sur intervention, on les a laissés en liberté en attendant de poursuivre les enquêtes. Est-ce que vous avez vu? Donc, ce qui veut dire que néanmoins, il y a toujours... Est-ce que ça ne suit pas des procédures souvent? C'est pour vous dire que, bon, moi je ne suis pas dans le dossier, est-ce que vous avez vu? Mais c'est pour vous dire que il y a quand même, il peut quand même avoir, n'est-ce pas, une influence, n'est-ce pas, du politique sur le dossier, notamment tant que le dossier n'est pas encore entre les mains du juge chargé de jugement. Vous savez qu'il y a plusieurs magistrats qui connaissent le dossier, surtout quand c'est pénal, criminel, avant que le dossier n'arrive entre les mains de la juridiction de jugement. Donc pendant cette procédure-là, beaucoup de choses peuvent se passer, il y a beaucoup d'interférences. Vous avez même appris ce qui s'est passé dans le dossier Guillaume Soro, etc. Donc c'est pour vous dire que les mêmes acteurs politiques sont toujours là. Donc le politique et le judiciaire étant parfois entremêlés, on peut se demander si effectivement une vraie justice peut se passer tant qu'on a affaire à... Oui, Youssouf, vous voulez réagir? C'est toujours ma crainte par rapport au niveau du politique. Et quand tu regardes le discours actuellement, presque tout le monde a le même refrain. C'est le gouvernement de large ouverture, c'est la réconciliation. Mais est-ce qu'au nom de la réconciliation, on peut sacrifier un dossier de crime? Je dis non. C'est quand même un dossier très sérieux. Est-ce qu'ils l'ont dit? Oui, mais quand même, on sait de quoi ces dirigeants sont capables. On sait de quoi ces dirigeants sont capables. Il peut se passer d'un deal politique pour se partager le pouvoir et puis liquider le dossier. Et la justice en ce moment, elle est où là? C'est quand même une institution, l'institution judiciaire est là, qui a le dossier entre les mains, comme le politique. C'est comme le disait Maître, entre le judiciaire et le politique, il n'y a qu'un pas à franchir. Et c'est actuellement eux qui ont le coup de France, parce que tout dépendra d'eux. Tout dépendra d'eux. C'est eux les premiers responsables, c'est eux qui ont la gestion de notre patrie. Et quand tu écoutes le discours, c'est comme si il faut forcément aller à la réconciliation en voulant liquider des dossiers de crimes. Or, pour une spédo-réconciliation, il faut quand même vider ces dossiers-là qui tiennent à quel le Burkinabé avant quand même d'y aller. On ne les empêche pas de ne pas aller à la réconciliation du monde ou de se pardonner. Mais pour que cela arrive, au moins il y a des dossiers à vider. Quel est l'intérêt pour vous deux, quel est l'intérêt que les politiques ont, selon vous, à ne pas laisser la justice faire son travail, qu'il y ait la vérité? Si ça peut les éclabousser, s'ils ont des on a dit que c'était Blaise Compaoré, François Compaoré, oui, mais c'est le régime de Compaoré n'étant plus là, pour quel intérêt? Qui dit régime de Blaise Compaoré, de François Compaoré, dit aussi régime de Marc Roch, Christian Kaboré, Salif Diallo et puis Simon Compaoré. C'est ensemble qu'ils ont construit ce régime. On va passer la parole à... Ils sont du même marigot. Peut-être que certains, à un moment, se sont émancipés. D'accord, on va passer la parole à Lengani. Moi, je constate tout simplement qu'effectivement, 22 ans après, on cherche toujours la vérité. 5 ans ou 4 ans après la réouverture du dossier, après les événements d'octobre 2014, qui ont senti donner les coups de franche à la justice pour enquêter et rendre le jugement. Donc, 4 ans après, on est toujours à des interrogations. Et ça pose un véritable problème. Et quand j'écoute les deux confrères qui sont intervenus tantôt, et le confrère Imer de Tambela, je me dis que sur ce dossier particulier, comme c'est certains d'autres, l'aspect politique, l'aspect émotionnel, l'aspect, je dirais, en grippe patriotique, prend le dessus sur les considérations purement juridiques. Quand M. de Tambela se contredit, par exemple, en disant que un des principaux mises en cause n'étant pas sur place, on ne peut pas juger le dossier, je m'interroge sur pourquoi est-ce qu'on a pu faire le procès de putsch manqué, dans lequel des personnes gravement mises en cause n'étaient pas au sol national, aussi bien des nationaux comme des non-nationaux, qui étaient impliqués. Ils ne sont pas venus, mais on a quand même jugé le putsch manqué. Et ces personnes-là ont été condamnées, certains ont été condamnés, reconnus coupables et condamnés par contumace. Et c'est là que j'ai toujours prôné que sur cette affaire Norbert Zongo, une fois qu'on est d'accord que la justice
effectivement dans les possibilités de dire le droit, dans sa forme qui satisfera l'ensemble du peuple, il faut effectivement lui laisser faire ce travail-là. C'est-à-dire que la justice, effectivement, conduit le dossier au bout. Et qu'au lieu que le procureur nous fasse des conférences de presse, mais qu'il fasse juger. Parce que si on écoute les uns et les autres, aujourd'hui, il manque seulement François Compaoré qui est concerné dans le dossier en tant que commanditaire de crime. Donc les auteurs présumés sont sur le plan national. Pourquoi ne pas commencer par ça? Pour en fait commencer à donner un début de vérité, un début de justice, ne serait-ce qu'à la famille qui est effectivement concernée par ce dossier. Parce que je me permets de dire que beaucoup d'acteurs politiques dans cette affaire, beaucoup d'acteurs, la société civile en griffe, ont fortement politisé ce dossier. Ce n'est pas seulement le pouvoir Compaoré, comme semble le dire mon ami de Tambela, qui a politisé cette affaire. Non. Et quand on suit le dossier, même dans ces petites péripéties internes, mais on a tout le temps, avec les derniers développements, de témoins qui se rétractent, on a tout le temps des mains politiques dedans. Alors, donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudra attendre la fin d'une génération politique pour pouvoir juger ce dossier? Si on pense que le régime Compaoré n'étant plus là, certains éléments du régime étant là, on ne peut pas juger ce dossier réellement. Mais pourquoi on n'a pas fait ce procès en 2015? C'est avant la fin de la transition. C'est ce que moi j'attendais, c'est ce que j'avais souhaité, ce que je croyais que la justice aussi, c'était possible. Comme le procureur l'a dit, le temps de la justice n'est pas le temps politique. Absolument, absolument. On est tout à fait d'accord. Mais en même temps, cette justice-là, c'est une justice humaine. Elle doit faire des efforts pour quand même regarder en fait, nos sentiments. Et comment apaiser les sentiments. C'est-à-dire en disant... Parce que la justice, quelle que soit la manière dont elle sera rendue, il y a des possibilités de recours qui sont là. D'accord. Ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite jusqu'au bout. Ou non? Bon, je crois sur le volet judiciaire, il y a quelques précisions justement à faire. Je crois qu'après le Conseil d'État, parce que c'est François Compaoré qui a contesté le décret, et même après, si le décret est confirmé, il a toujours la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on n'est pas au bout de la procédure par rapport à l'extradition. Donc il y a encore une autre étape au cas où François Compaoré est toujours dans la logique de contestation. L'autre élément que je voudrais faire ressortir, c'est que Lengane a parlé du procureur de faire juger. C'est pour dire tout simplement que le procureur ne peut pas faire juger, parce que c'est le juge d'instruction en charge du dossier qui décide s'il estime que l'enquête est bouclée et qu'on peut passer à la phase de jugement. Parce que quand on parle de l'indépendance ou bien de la déconnexion, ce n'est pas que seulement que politique, parce que même à l'intérieur de l'appareil judiciaire, et c'est ce qu'on a reproché justement à l'ouverture du dossier après 1998, cette immixtion du procureur par rapport au travail du juge d'instruction, Wenceslas Iliboudoua, à l'époque où il y avait des injonctions. Donc c'est dit qu'à l'étape actuelle, le procureur ne peut pas dire au juge d'instruction de boucler. C'est le juge d'instruction qui estime qu'au regard d'un certain nombre d'éléments, il estime que le dossier est suffisamment complet et que si on envoie au jugement, il n'y aura pas de pièces manquantes ou bien il n'y aura pas des zones d'incompréhension. Il estime qu'il a réuni suffisamment d'éléments pour pouvoir permettre le jugement. L'autre aspect que je vais relever par rapport aux allusions sur les interviews d'un qui a accordé une interview à un confrère de la place où il est revenu un peu sur les circonstances de son témoignage. Oui, c'est un aspect, effectivement, et on aurait peut-être la tentation, dès les premiers moments, de dire oui, ce sont des éléments, c'est un aspect qui amène à dire que c'est politisé. Mais il faut dire que le dossier Norbert Zongo, ce n'est pas que ce seul témoignage aussi. On n'est pas dans le dossier, mais ce n'est pas le seul élément, en fait, dans le dossier. Maintenant, pourquoi on ne juge pas? Moi, je pense que si le juge d'instruction estime que ce n'est pas encore bouclé, et surtout qu'on est dans la procédure pour l'extradition de François Compaoré, avouons que quand même ça fait bizarre dès lors qu'on lance la procédure. C'est dit officiellement, l'extradition de François Compaoré est actée. C'est lui qui est dans le déni, c'est lui qui est dans la logique de ne pas vouloir venir s'expliquer. On laisse... Bon, ok. Est-ce que ce n'est pas son droit aussi de... C'est la procédure qui lui offre cette possibilité. Bien sûr, c'est dans son droit le plus absolu. C'est dit que demain,
il ne viendra pas dire que ses droits n'ont pas été respectés. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ceux qui disent, pourquoi on ne juge pas maintenant, vous comprenez que à partir du moment où l'extradition est actée et quelqu'un est dans le déni, ou du moins est dans la logique de faire prévaloir ses droits pour contester le décret d'extradition, on peut attendre jusqu'à la fin. Et puis maintenant, si on estime que finalement, il ne veut pas vraiment venir, on peut le juger par continuer. Sinon, on le voit ailleurs. D'accord. On aurait pu ne même pas lancer le mandat d'arrêt, faire comme dans certains pays, on fait un procès à la va-vite, on condamne les gens, et les condamnations planent sur les têtes des gens, et après on fait les histoires de dialogue ou de ceci. L'autre élément que je vais faire relever... La question politique... Non, l'autre élément que je vais faire relever, on a évoqué la réconciliation. Sauf vraiment omission ou erreur de ma part, tous les acteurs politiques, toutes tendances confondues, les gens se sont mis d'accord maintenant sur le triptyque vérité, justice et réconciliation. Je pense que même au CDP, on n'est plus dans la logique de dire est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire rapidement. Parce que l'inquiétude au CDP, c'était de dire oui, on n'aura pas un procès équitable, on n'aura pas ceci, est-ce que les droits ne vont pas respecter. Je pense qu'on a dépassé ce cap-là. Sauf erreur. Moi, je n'ai pas entendu un acteur dire qu'on ne veut pas connaître les circonstances dans lesquelles... Je crois aussi que la question de justice n'est pas... non, voilà, donc c'est pour dire que ce sont des aspects... Voilà, ce sont des aspects... Aujourd'hui, dans le dossier, 22 ans on traîne, c'est vrai que c'est 22 ans après la commission des faits, mais ce n'est pas 22 ans dans la recherche de la vérité, parce que comme on l'a dit par rapport à l'appareil judiciaire, c'est depuis 2015. Moi, je crois aujourd'hui, c'est François Compaoré qui est dans une logique peut-être de ne pas venir s'expliquer, et c'est pour cela qu'on retarde avec toute cette contestation qu'on a. Merci Oulon, merci à vous. Je voudrais quand même répondre. Non, vraiment, on aura l'occasion avec les appelants extérieurs pour terminer donc le temps qui nous a imparti ici. On va parler des décorations. Vous avez tous suivi un peu le débat qui s'est fait, mais aussi la question des décorations, on va dire leur opportunité, ceux qui reçoivent ces décorations. Très souvent, les gens se posent des questions sur dans quelles conditions on fait vraiment ces décorations, parce qu'on voit peut-être des personnes qu'on ne juge pas suffisamment méritantes pour pouvoir recevoir ça, parce que les gens se posent des questions sur ce qu'ils ont fait. Et souvent, même dans les règles même de choses, on voit des gens qui n'ont pas, par exemple, dans l'administration, 3 ans d'ancienneté, etc., et qui reçoivent maître. Ah oui, 3 ans. Moi, je pense que quand même, il y a des règles pour les décorations. Ouais. La loi prévoit, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles on peut être décoré. Et sur ce plan, je ne sais pas si c'est respecté ou pas, c'est vous qui me l'apprenez. Il faut dire le débat est mené justement parce que dans les règles même, il y a certaines aspects qui ne sont pas réglés, et puis aussi dans les considérations qu'on fait, des personnes qui ne sont pas dans l'administration, mais qui sont dans la vie civile comme ça, qui reçoivent des décorations, sans qu'on ne voit réellement quel est leur mérite. C'est normal, même si vous n'êtes pas dans l'administration, tout citoyen peut être décoré. Oui, ça c'est d'accord, mais souvent le mérite aussi, parce qu'on dit c'est les... Voilà, mais pour le mérite là, moi je pense que Issaka Lengeni peut mieux répondre, parce que l'inflation des décorations a commencé sous Blaise Compaoré. Il faut dire que sous le régime de la Misana, les décorations, il n'y avait pas de contestation. La plupart du temps, c'était mérité. C'est avec la Révolution que les décorations ont commencé à prendre un caractère un peu politique. Est-ce que vous avez vu? Voilà, pour dire qu'une telle personne, n'est-ce pas, est un révolutionnaire conséquent, etc., sans tenir compte effectivement du travail sur le terrain technique. Et avec Blaise Compaoré, il y a eu l'inflation et la contestation maintenant du mérite de la plupart de ceux qui sont décorés. Cela dit, il faut reconnaître que dans tout système de décoration, il y a toujours des aspects politiques. Même en France, on a vu des présidents, Sarkozy décorer, n'est-ce pas, ses amis, etc., et François Hollande. Chaque président, n'est-ce pas, tient parfois à décorer des personnalités qui ne se sont pas distinguées nécessairement par leur travail pour l'intérêt général, mais peut-être pas pour des intérêts particuliers. Mais cela n'entache pas la valeur de la décoration si la majorité des décorés reflète effectivement le travail. Ça, c'est ce qui peut être contesté ici au Burkina Faso. Sinon, on ne peut pas, en tant que tel, contester la décoration parce que c'est un stimulant. C'est un stimulant, n'est-ce pas, qui vise à encourager la compétence. Et tous les systèmes ont adopté cela. Et vous savez, même les systèmes socialistes, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est que le staccadovisme sous Staline, où, n'est-ce pas, l'ouvrier Stakhanov produisait beaucoup plus que les autres et avait été présenté en exemple. Et à l'image de cela,
beaucoup de gens ont estimé que parfois même les stimulants immatériels étaient plus importants que les stimulants matériels. Oui, mais justement, maître, quand on regarde dans notre contexte ici, est-ce que ça n'a pas tendance à banaliser, à dévaloriser mais c'est ce que j'ai dit. La décoration? C'est sous Blaise Compaoré qu'il y a eu cette dévalorisation, cette inflation, de telle sorte que les gens se posent la question de savoir que vaut maintenant une décoration, c'est ça. Par exemple, sous le régime de Blaise Compaoré, sur 10 décorés, il n'y avait pas peut-être un ou deux qui le méritaient. Les autres, là, mais ça continue. Le régime de Compaoré étant arrêté en 2014, mais ça continue. Je vous ai dit, M. Saorgo, ce sont les caïmans d'un même marigot. C'est ensemble qu'ils ont construit le régime de Blaise Compaoré. Et donc, ce sont les mêmes amitiés, les mêmes relations qui se poursuivent. Et n'oubliez pas que, comme je vous ai dit, ce sont des gens formatés par le régime de Blaise Compaoré. Même s'ils essaient de prendre leur indépendance, on n'oublie pas les habitudes de 30 ans facilement comme ça. Donc, les mêmes habitudes se poursuivent. On espère. Moi, je n'ai pas suivi les décorations depuis le régime de Roch-Marc Christian Kaboré. Je n'ai pas tellement suivi. Mais ça ne serait pas surprenant qu'on retrouve à peu près les mêmes tables. En tout cas, les mêmes débats reviennent et on retrouve la même moi, quantité. je voudrais dire juste à M. de Tambela que je me demande s'il ne se trouve pas quelque peu trop simpliste, pour ne pas dire ridicule, en ramenant tout à Blaise Compaoré, au régime de Blaise Compaoré. Exemple très simple et qui explique cette question. Vous avez dit tantôt que sous le régime de Lamizana, il n'y a pas eu de contestation parce que ceux qui étaient décorés étaient reconnus comme étant ceux qui avaient effectivement apporté quelque chose à la nation. Et que tout cela a commencé à se dévoyer sous la révolution démocratique et populaire de Thomas Sankara, qui a commencé à politiser les décorations. On décorait les gens pour leur engagement politique, pour leurs actes politiques, plutôt que pour les services rendus à la nation burkinabé. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui au régime et au pouvoir, aux dernières décorations? Ce qu'on entend le plus, c'est que le parti au pouvoir, le pouvoir a récompensé des gens qui sont battus sur le plan politique, des gens qui apportent des résultats sur le plan de leur travail politique, donc en droite ligne de la pensée de Thomas Sankara, qui était qu'on doit récompenser les gens politiquement pour ce qu'ils font. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on se plaigne que le régime du MPP récompense des militants MPP ou des gens proches du MPP qui ont apporté de la valeur ajoutée à leur travail. Donc c'est tout à fait normal. Si on va dans ce sens, il n'y a donc pas de critique à faire, étant entendu que c'est le père de la nation, la révolution démocratique et populaire de Thomas Sankara, qui a institué ce type de décoration. Mais moi, je vais plus loin pour dire qu'effectivement, il faut qu'on ressemble la question des décorations et qu'on pose de manière claire, parce que nous sommes dans une société ouverte, dans une société où l'information circule, où chaque citoyen s'estime devoir être informé, être au courant de ce que fait la nation et ce qu'on fait pour lui. Et dans ce sens, il faut dire aux gens les conditions qu'il faut, au-delà de ce qui est édicté par la loi éventuellement, que l'on explique la grande chancellerie, ou en tout cas les pouvoirs qui sont chargés de proposer, que les propositions qui sont faites au niveau de chaque ministère, au niveau de chaque domaine, soient explicitées, expliquées à ceux qui relèvent de ce domaine-là. Qu'au niveau de la culture, par exemple, si on propose X ou Y, qu'on puisse effectivement expliquer aux artistes pourquoi nous avons préféré un tel à la décoration plutôt que tel autre. Et là, les gens pourraient éventuellement donner leur avis. Donc, c'est-à-dire qu'il faut revoir un peu tout ce qu'il y a comme communication autour. On ne va jamais s'en sortir parce que c'est une question, effectivement, c'est quelqu'un qui juge. Mon jugement n'est pas forcément celui de mon voisin. Ben, ici, on dit que la grande chancellerie n'a pas trop le contrôle parce que ce sont les différents corps constitués qui font des propositions de liste à la grande chancellerie. Oui, mais M. Loukman, c'est-à-dire, ce que Lingani dit, il y a une part de vérité dedans. Voilà. Mais vous savez, quand on dit que la grande chancellerie a déjà expliqué, il y a eu des émissions à la radio pour expliquer les décorations. Mais c'est comment se font les décorations. Parfois, on appelle un responsable la veille et on vous dit qu'à l'occasion de telle cérémonie qui va se passer dans 2 jours, on voudrait proposer des gens pour la décoration. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc lui maintenant, avec son petit cabinet, il décide, sans que les gens ne soient informés, sans que les gens de la structure dont il relève ne soient informés. Donc c'est un bureau restreint qui va décider
pour que dans 2 jours, n'est-ce pas, on puisse décorer telle ou telle personne. Donc, ce n'est pas démocratique. L'environnement qui n'est pas suffisamment... Voilà, donc c'est dans ce cas que je rejoins l'analyse de Lengani, qui consiste, pour une des rares fois qu'il aimait quelque chose d'acceptable, l'analyse de Lengani, qui consiste à dire qu'il faut démocratiser, il faut expliquer les gens pourquoi. Et faire un peu comme les mariages, on publie les bains. Voilà. D'une façon ou d'une autre, on publie les bains pour dire qu'à telle occasion, dans tel service, il y a tel et tel qui sont pressentis pour être décorés, quel est votre avis, etc. Pour que la personne décorée reflète effectivement les valeurs de la nation qu'on attend. Youssoufou. Oui, mais c'est dans le même sens parce qu'il y a des décorations, quand tu regardes, tu te demandes si réellement c'est un service rendu à la nation ou bien c'est à une entité. Parce qu'on se pose la question. Parce que quand on parle de service rendu à la nation et on vide le sens du terme, pour donner peut-être, nous on a vu des individus qui ont peut-être aidé à implanter certains partis politiques dans des contrées qu'on a décorés, qui n'ont même pas fait 10 ans dans une administration publique. Et quand tu observes ces genres de décoration, c'est quelle image vous voulez nous donner de quelqu'un qu'on dit qu'il a rendu service à la nation? Autant nous dire que c'est quelqu'un qui a rendu service à un parti politique, que ça c'est aussi peut-être une nouvelle formule pour se faire décorer. Sinon, avant, quand on parle de décoration, par exemple, quand tu vois quelqu'un qui est décoré, au moins c'était un modèle. Il y a certaines valeurs qu'on pouvait retrouver, c'est la personne. Mais actuellement, c'est des décorations qui vont dans tous les sens. Affairiste. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Si réellement on pouvait... Mais est-ce que ce n'est pas peut-être qu'il fallait revoir le système, qu'on dise que chaque service fait sa liste, il vient donner à la oui, au moins que la personne... peut-être mais au moins que la personne a décoré, qu'on puisse revoir les traces. Qu'est-ce qu'il réellement il a posé comme acte pour que dans les services, ce soit démocratiquement décidé. Et non que ce ne soit le directeur et son staff qui décident. Il n'y a que, par exemple, dans certains prix qu'on donne, certaines distinctions qu'on fait dans certains domaines précis, il y a quand soit les gens postulent, ou soit même quand on choisit des gens, c'est appuyé, par exemple, d'un mémo, par exemple, ou d'un curriculum vitae, quelque chose qui retrace en fait les qualités, le travail, l'œuvre abattue par cette personne-là dans le domaine précis. Dans ce cas, par exemple, c'est louable. Là, au moins, si tu prends les traces, au moins, service rendu à la nation, voici ce qu'il a posé comme acte. Et c'est ce qui lui vaut cette décoration. D'accord. Adiana, pour terminer. Non, je crois le constat. Les textes sont là, mais on ne les applique pas tout simplement. Je crois que ce qui a été dit par rapport au processus, normalement, c'est très sélectif quand même. Si ce n'est pas qu'il y a des abus ou bien des défaillances. Mais justement, il y a des abus apparemment. Voilà, c'est ça que je dis. Voilà, des défaillances, c'est dit qu'on ne devrait pas arriver à cette situation. Mais il faut relever aussi que, si je ne me trompe pas, il y a au moins 3 titres. Il y a généralement le titre normal et il y a les décorations à titre exceptionnel et à titre posthume. Il me semble qu'à titre exceptionnel, c'est laissé libre à l'appréciation de la grande chancellerie où on n'est pas obligé forcément de respecter un certain nombre de critères. Donc il y a ces éléments-là. Mais moi, il y a 2 aspects que moi je vais faire relever. Chaque année, depuis un certain nombre de temps, il y a des contestations. Les gens critiquent, on dit telle personne ne mérite pas. Moi, je pense qu'il serait bon qu'on sorte aussi des discours et qu'on pose des actes. Si on estime que X ne mérite pas, qu'on saisisse les services compétents pour qu'on puisse enclencher la procédure pour déchoir en fait les gens aussi. C'est ça aussi. Et on l'a vu de par le passé. Je crois qu'il y a... Je ne situe plus l'année exacte. Le réseau national de lutte anticorruption, le RENLAC, a contesté et ça a abouti. Du reste, un maire qui a été jugé et condamné pour des questions de malversation, qui devrait être décoré. Mais quand il y a eu la liste, ils ont alerté, on a retiré le monsieur. Donc ça veut dire qu'il faut que... Non, ça, c'est des cas peut-être assez réglés par la loi, mais quand c'est par exemple la perception que les gens ont de quelqu'un, un cyberactiviste au service d'un ministre qui est par exemple décoré, comment on peut attaquer ça? J'ai pris un exemple. Je ne dis pas que cette situation peut régler toutes les autres situations. J'ai pris l'exemple. J'ai dit, au-delà des discours, il faut qu'on joigne l'acte à la parole. S'il y a des cas précis, qu'on joigne l'acte à la parole. Maintenant, l'autre élément que je vais faire ressortir, effectivement, moi je trouve que ça serait une très bonne idée que comme pour les mariages, on publie les noms des gens. Ce n'est pas compliqué. Et du reste, je pense que le processus pour décorer les gens, ça ne commence pas le 10 décembre. Généralement, si je ne me trompe pas, c'est généralement le processus commence, si je ne me trompe pas, à la fin du premier trimestre de l'année. Sinon, au plus tard, ça commence au deuxième trimestre de l'année. Donc, le temps est suffisamment long pour qu'on n'ait pas ce genre d'histoire. Si c'est vraiment assez démocratique et que c'est vraiment pour décorer les méritants, pour que la société puisse voir en ces personnes des modèles, il faut que ça soit assez transparent et qu'on sorte un peu de ce schéma. Parce que finalement, c'est ça qui fait le lit de, comment on dit ça, généralement c'est le discours, la question de l'autorité de l'État. L'impunité. Voilà, l'impunité et tout le reste. C'est ça qui affaiblit l'autorité de l'État. Si on estime que ceux qui sont censés le faire ne sont pas des exemples. Parce qu'on est vraiment... C'est pour dire, n'est-ce pas, que c'est un peu comme le grade de général de division des IDA.
Quand c'est Michel Kafando qui l'a promu général de division. Quand Michel Kafando s'explique, il a ses raisons et on le comprend. Mais quand vous demandez à l'armée dit que si cela leur avait été soumis, ça ne se serait pas passé. Donc, Michel Kafando a dû décider ça dans son âme et conscience, dans son bureau, sans soumettre ça démocratiquement à la hiérarchie militaire. Donc, les décorations actuellement se passent de la même façon que le grade de général de division des IDA. Il faut donc soumettre cela, n'est-ce pas, au personnel concerné. Pour pouvoir apprécier au niveau des services, par exemple, tous ceux qu'on choisit, il faut que tout le personnel soit au courant. Vraiment cautionne. Que ce ne soit pas de petites combines, n'est-ce pas, de petites cellules qui décident. Décoration entre amis et copains. Voilà. Ok, merci. On va parler du Ghana vraiment très rapidement. John Mahama Ndissi, 47,36%. C'est un ancien président, donc. Il avait battu le président actuel en 2012, Nana Akufo-Addo, qui donc a gagné en 2016 et a gagné en 2020. Le NPP, il s'en sort avec 51,59%. Il y a en tout cas, il y a un intervalle de 600 ou moins de 600 000 voix qui les séparent et l'opposant donc a déposé un recours pour demander, en tout cas il ne reconnaît pas les élections, le résultat provisoire et il conteste. Voilà, le Ghana, Lengani. Je pense que c'est un très bon exemple. D'abord l'écart entre les deux présidents, entre les deux candidats. On voyait ça déjà dans la campagne et c'était depuis pratiquement un an, tout le monde savait que c'était les deux qui allaient arriver au semi-final. Je suis très heureux que le Ghana ait donné l'exemple à l'Afrique, même si par ailleurs il faut déplorer les morts qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu, il y a eu quand même 5 morts, il y a eu quand même quelques violences. Il faut déplorer cela, mais c'est nettement mieux que chez le voisin d'un côté où on a tous dit 85 personnes pour permettre un 3e mandat à quelqu'un. Bon, donc en tout cas, le Ghana donne quand même un petit exemple. Pour le Burkina Faso, ça peut être aussi vu comme un exemple possible dans le déroulement de la campagne, mais pas au finish où, vraiment chaque peuple a son histoire de mon point de vue. On voit que Dramani John Mahama et Akufo-Addo, ça fait 3 fois qu'ils se rencontrent et chaque fois c'est vraiment dans un mouchoir de poche, comme on dit, ça arrive à s'en sortir parce qu'en 2012 déjà, John Mahama avait gagné avec 50%, j'ai vu quelque chose autour de ça. Est-ce que ça vous a dit que vraiment au Ghana, il y a une expression et que peut-être le nombre de partis étant vraiment un peu réglé, donc ça coïncide, ça mène vraiment 2 grands pôles, par exemple le NDC, le NPP par exemple, Non, je crois que c'est un peu le système américain. Ce n'était pas que les 2 candidats à la présidentielle. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais c'est dit qu'il y a suffisamment 2 entités qui sont assez fortes, qui dominent la scène politique. C'est une très bonne chose. Et ce genre de résultats dénotent aussi, à mon avis, d'une certaine maturité au niveau de la population, où on ne peut pas remporter une élection à 60 ou 70% des voix, parce que c'est quand même assez serré. Et effectivement, le président sortant, il a remporté, mais c'est avec un recul, parce qu'en 2016, je crois, il était un peu légèrement autour de 53%. Donc il a perdu 53%. Voilà, donc il a perdu 2 points. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose à prendre en compte dans la gouvernance. C'est une très bonne chose. Moi, je pense que, excepté effectivement la question des morts, 5 morts, c'est quand même beaucoup dans le cadre d'un scrutin. Le fait que le président et le candidat, celui qui est arrivé 2e plutôt au contest, c'est une bonne chose. Il a saisi les juridictions. Je pense que s'il y a vraiment des irrégularités, peut-être qu'on peut arriver à une histoire de peut-être reprise des élections, comme on l'a vu à quelque part en Afrique australe. La justice peut décider d'annuler en fait le vote. Donc, je pense que c'est quand même un exemple. Tout le monde voit la situation. Parce que l'opposant estime qu'il y a une ville comme Teshima, comme on dit, où il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de vote. Donc, à cause des violences. Je pense que la justice peut jouer son rôle en ce moment. Et puis, comment on peut espérer, il y a eu des situations quand même assez heureuses, et que le Ghana sera sur la bonne voie tout simplement et que ça va continuer à être l'étoile en Afrique. Youssoufou, on a vu par exemple que les 2 candidats, Akufo-Addo et John Dramani, avaient signé un pacte de la paix, malheureusement qui a volé en éclats. Mais justement, c'est ce que je voulais signaler parce que le seul bémol, c'est ça. Les politiciens encore qui décident de taire les égos pour qu'on essaie d'aller à des élections vraiment libres. Et malgré ça, on sent qu'à un certain moment, le ton était vraiment durci entre les 2 candidats, malgré que ce pacte de paix signé là a été endossé par les 2 responsables. C'est vraiment une leçon de démocratie comme on nous présentait le Ghana comme un exemple, mais
faire des élections avec 5 morts dues à des violences électorales, c'est pour dire que la démocratie n'est jamais acquise. Il faut toujours l'améliorer, continuer quand même à apporter des réaménagements. Pourquoi en Afrique, quand on parle d'élections, que ce ne soit pas un événement très exceptionnel comme dans d'autres pays, que tout le monde puisse aller voter et vaguer les occupations, sans que ces élections ne conduisent à envoyer des gens dans créer des angoisses, des crises. Maître, Ce n'est pas que on est au Ghana, on n'est pas peut-être dans un pays francophone, on est au Ghana. Est-ce que on peut peut-être penser qu'ici, avec le recours de John Mahama, que soit les résultats changent? Non, vous savez, Ghana, pas pays francophone, tout ça, là, ça ne veut pas dire grand-chose. La colonisation a un effet direct sur les populations. Mais l'essor, l'histoire des peuples prend toujours le dessus après un certain temps. Et moi, je pense que cette histoire-là est révolue et que le temps est venu où la colonisation n'a plus tellement d'impact sur nos façons d'être. Maintenant, par rapport aux choses, je vous ai dit qu'on ne peut pas organiser une élection sur un grand ensemble comme ça sans qu'il n'y ait de dysfonctionnement. C'est ce qui est arrivé ici au Burkina Faso, c'est ce qui est arrivé au Ghana. Maintenant, tout dépend de l'ampleur des dysfonctionnements. Voilà. Est-ce que c'est de nature à entacher la sincérité de l'élection, oui ou non? C'est ça le problème. Maintenant, si ça peut entacher la sincérité d'une élection sur le plan local ou bien sur le plan d'un bureau de vote, dans ce cas, on saisit la justice et la justice va se prononcer et dire ce qu'il en est. Maintenant, si ce dysfonctionnement-là a un effet sur l'élection générale, ben, on en tient compte. Mais je pense que c'est ce qui s'est passé au Ghana. Une autre question très rapidement que ces deux candidats nous ramènent, c'est que nous, dans notre constitution, qui sera la constitution de la Ve République, on a dit que quand on a été candidat, on a été président une fois, on ne peut plus jamais être président. C'est écrit dans la constitution. Non, nous pas plus de 10 ans. Oui, après, mais on ne peut plus revenir plus jamais quand on quitte. Quand on quitte le pouvoir? Oui, on ne peut plus jamais revenir. Même si tu n'as fait que 5 ans? Si tu as fait 5 ans, en tout cas, si tu as quitté le pouvoir, tu ne peux plus jamais revenir. Ça, je ne dans savais notre pas, constitution. Ça, alors qu'ici, par exemple, on a un ancien président qui oui, ça, je ne le savais pas. Mais ce n'est pas une exception burkinabé. Dans certains pays, il y a ces clauses-là qui existent. Oui, aux États-Unis, par exemple, la coutume est ça. Mais moi, tu ne peux pas faire plus de 2 mandats et puis revenir 5 ans après. Sur ce plan, je ne serais pas d'accord. Je pense que si tu n'as fait que 5 ans, ici, ce n'est plus possible. On doit te donner la possibilité de revenir ne serait-ce que 5 ans encore pour faire. Si tu avais fait vraiment tes preuves. On va prendre notre téléspectateur qui appelle, M. Ouedraogo Adama. Qui est appelé de Ouagadougou, sur le discours du 11 décembre du président du Faso. Bon, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Monsieur Ouedraogo? Oui. On ne vous entend pas. Voilà, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. On a un problème technique. Ouais. Bon, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour dire que quitter le mal, quitter le mal avant son apposé, c'est une grâce. On vous entend faiblement. Ouais, mais pourtant bah, je crois que vous m'entendez bien. Non, pas encore. Ah bon? Je suis loin de ma télévision, mais le son me parvient là. Oui, c'est juste un problème technique. Donc, vous ne m'entendez toujours pas? Voilà. Ok, c'est bon? Oui, on vous entend maintenant. Bon, je dis que permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Vous dites que quitter le mal. Monsieur Ouedraogo, on va vous rappeler. Un instant. D'accord. Alors, donc, on disait que dans notre constitution, je n'ai pas le libellé exact, mais l'esprit, c'est cela. Quand on aura fait 10 ans, on ne peut plus jamais revenir. 10 ans, oui. C'est-à-dire, l'ensemble des mandats que tu fais là ne doit pas te passer 10 ans. Mais si tu as fait 5 ans, on t'a battu, tu le pars, tu peux revenir pour faire 5 ans. C'est ce que moi je crois. Et moi, je pense que ça doit être comme ça. Si tu as fait 5 ans, n'est-ce pas? Après, les gens vont réfléchir. S'ils estiment que tes 5 ans avaient été positifs, après, on doit te permettre quand même de revenir encore. Voyez. Bon, sinon, à l'heure actuelle, là, si vous avez remarqué aux États-Unis, une fois que tu as été battu, on n'a pas encore vu l'exemple de quelqu'un qui est revenu encore au pouvoir. Voyez. Parce que voilà, ce sont les grands partis qui décident. Voilà. Donc, pour ce qui se passe au Ghana, il faut comprendre une chose. Hein. Le Ghana a été enclenché dans le système démocratique bien avant les autres pays. Si vous avez remarqué, c'est le premier pays indépendant d'Afrique noire, en dehors des pays comme le Libéria et l'Éthiopie. Voilà. Donc, déjà dans les années 40, le processus démocratique était enclenché, et avec Nkrumah, qui est devenu le premier ministre en 1951, ils étaient déjà dans le système démocratique. Donc, ils ont cette tradition-là qui est ancrée en eux bien plus que nous, qui était un peu dévoyée après la chute de Nkrumah. Mais Rawlings est venu le rétablir, remettre le Ghana sur les rails, et ils ont repris leur ancien système. Donc, ce n'est pas surprenant ce qui se passe au Ghana. D'accord.
Merci, maître, pour cet avis. On est donc au thème de cette émission. Je vous dis merci d'être venu sur ce plateau. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à M. Ouedraogo Adama qu'on n'a pas pu échanger avec. Question de technique, mais peut-être la semaine prochaine, on aura l'occasion. J'étais donc avec Atiana Serge Oulon. Il est donc directeur de publication de l'événement, qui est un bimensuel d'investigation. Il est également essayiste. Merci d'être passé sur ce plateau. Maître Apollinaire Kielem de Tambela, il est avocat inscrit au barreau, le président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci maître d'être passé. Et puis juste à la gauche de maître Youssoufou Ouedraogo, il est journaliste au site lefaso.net, lefaso.net qui fait aussi la télé maintenant. D'accord. Merci d'être passé en tout cas sur ce plateau. Et puis dernier invité, Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion, qui passe maintenant en ligne. On vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro, si Dieu le veut.